Qu'est-ce qui empêche une usine de déverser ses produits dans une rivière? Ou un promoteur de raser une forêt classée? Eh bien la réponse, elle tient en 3 mots, le droit de l'environnement. C'est un peu notre bouclier juridique pour la planète et on va décortiquer ensemble comment tout ça fonctionne. La pollution, l'accumulation des déchets, les espèces qui disparaissent, on connaît tous ces défis. Ils nous concernent absolument tous. Et face à ça, on peut se demander, mais que fait la loi? Comment est-ce que notre société s'organise pour essayer de maîtriser ces impacts et protéger notre futur? C'est justement tout l'enjeu du droit de l'environnement. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce que c'est au juste le droit de l'environnement? On va voir que c'est bien plus complexe qu'une simple interdiction de jeter un papier par terre. Voilà la définition officielle. Elle a 3 missions super importantes. D'abord, protéger ce qui existe. Ensuite, gérer la manière dont on utilise nos ressources. Et enfin, point essentiel, restaurer ce qui a été abîmé. L'idée, c'est vraiment de s'attaquer à tout ce qui peut perturber l'écosystème, que ça vienne de l'industrie, de l'agriculture ou même de notre vie de tous les jours. Ce qui rend ce domaine du droit si particulier, ce sont ses caractéristiques. D'abord, il est transversal, c'est-à-dire qu'il touche à plein d'autres domaines, du droit public au droit pénal. Il est aussi très technique, parce qu'il doit s'appuyer sur des données scientifiques. Il est à la fois préventif, pour éviter les problèmes, et curatif, pour réparer les dégâts quand ils sont là. Et enfin, il a une dimension universelle. Logique, la pollution, elle, ne s'arrête pas aux frontières. On pourrait penser que l'on se préoccupe de ça depuis des siècles. Mais en fait, pas du tout. L'histoire de ce droit est super récente, et elle s'est souvent écrite dans la douleur, en réaction à des crises. Ce qui est assez fou, c'est que ce droit n'est pas né tranquillement dans des bureaux. Il a vraiment été forgé par des catastrophes. Des électrochocs, comme la terrible marée Loire du Torrey Canyon en 1967, ont provoqué une telle onde de choc dans l'opinion publique que les politiques et la loi ont été forcés de réagir. Et cette prise de conscience, elle est vite devenue mondiale. Bon, ça a commencé timidement après la guerre, avec la protection des baleines, mais c'est dans les années 70 que tout s'accélère. La France crée son tout premier ministère de l'Environnement. Surtout, en 1972, la conférence de Stockholm, le premier sommet de la Terre, pose vraiment les bases d'une action planétaire. Et puis, des textes comme la directive Oiseaux de 79 montrent que l'Europe commence à devenir un moteur sur ces questions. Maintenant qu'on a vu d'où ça vient, regardons ce qui fait tourner la machine. Ce droit, ce n'est pas juste un tas de règles empilées. Non, il y a une vraie philosophie derrière, guidée par des principes fondamentaux. La question, c'est donc ça. Quelle est la logique derrière tout cet arsenal juridique? Quels sont les piliers qui soutiennent tout l'édifice? En fait, on peut les résumer à 4 piliers. Le premier, la prévention. C'est le bon sens même, mieux vaut prévenir que guérir. Le deuxième, la précaution, va plus loin. Même quand on n'a pas de certitude scientifique, s'il y a un risque de dommages graves et irréversibles, on agit quand même. On n'a pas d'attente d'être sûr à 100%. Le troisième, le principe pollueur-payeur, ça semble évident. Celui qui dégrade, eh bien, c'est à lui de payer la facture. Et enfin, le principe de participation, qui dit que les décisions qui ont un impact sur l'environnement nous concernent tous et qu'il faut donc informer et consulter le public. Et cette phrase tirée de la déclaration de Stockholm, elle résume parfaitement l'esprit. Ce n'est pas juste une question de loi, c'est un devoir solennel. Et c'est là qu'on voit apparaître cette idée aujourd'hui centrale de responsabilité envers les générations futures. C'est vraiment le moteur de toute l'écologie de politique moderne. Bon, après les grands principes, retour à la réalité du terrain. Et là, il faut bien s'accrocher, parce que le droit de l'environnement, c'est un vrai labyrinthe juridique. Ce chiffre parle de lui-même, plus de 300. C'est le nombre de grands traités internationaux sur l'environnement. Et là, on ne parle même pas des centaines d'accords bilatéraux. Ça donne un peu le vertige, et ça montre à quel point le système mondial est devenu complexe. Et si on zoome sur la France, il y a un chiffre qui est juste stupéfiant. 85% de notre droit de l'environnement vient en fait de directives européennes. C'est la preuve que sur ce sujet, c'est bien l'Union européenne qui est le principal moteur législatif pour les pays membres. La part de lois purement nationales est en fait assez faible. Du coup, on peut imaginer cette structure comme des poupées russes. Les lois françaises s'emboîtent dans le cadre européen, qui lui-même doit respecter les grands traités internationaux. Le résultat, c'est un système qui se veut cohérent, mais qui est aussi incroyablement touffu. Avoir plein de lois, c'est bien beau, mais comment s'assure qu'elles sont respectées? Voyons maintenant le côté concret. Comment le droit fait-il pour sanctionner les atteintes à l'environnement? Pour pouvoir punir, la loi fait une distinction importante. D'un côté, il y a l'infraction formelle. Là, pas besoin de prouver qu'il y a eu une pollution. Le simple fait de ne pas respecter une règle, par exemple exploiter un site sans autorisation, suffit à être en faute. De l'autre côté, l'infraction matérielle. Là, il faut prouver qu'il y a eu un dommage concret, réel, sur l'environnement. Très concrètement, de quoi parle-t-on? Eh bien, ça va du rejet de produits toxiques dans une rivière à la décharge sauvage en pleine nature, en passant par la destruction d'espèces protégées ou une usine qui ne respecte pas les normes de pollution. Tout ça, aujourd'hui, ce sont des délits qui sont punis par la loi.
Ce qui nous amène à une dernière question, et elle est essentielle. On a construit au fil des décennies un arsenal juridique de plus en plus complexe, de plus en plus sophistiqué. Mais face à l'urgence climatique et à l'érosion de la biodiversité, est-ce que cet immense bouclier de loi est encore suffisant? Ou est-il devenu si lourd, si compliqué qu'il a du mal à être vraiment efficace? C'est sans doute le plus grand défi qui se pose aujourd'hui au droit de l'environnement.